J'ai écouté avec attention les deux honorables membres du gouvernement qui m'ont précédé. Je constate que l'honorable Abbas Mahmoud n'a fait que distribuer des merci à tour de bras à ses collègues ministres, y compris le Premier ministre. Oui. Est-ce que cela cache une promotion? L'honorable Babli a raison de parler de ces milliers de pauvres gens qui travaillent à leur propre compte, ces employés de maison, ces jardiniers, ces maçons, ces coiffeurs, tous ces self-employed. Durant la COVID, la MRA a répertorié plus de 250 000 de ces self-employed. Et le gouvernement leur avait donné un self-employment assistance scheme. Mais ils sont les grands laissés pour compte de ce budget. Alors que les employés, les salariés, auront un revenu minimum de 15 000 roupies, le ministre des Finances a tout bonnement choisi de les ignorer. Pourquoi n'ont-ils pas droit à un revenu minimum de 15 000 roupies? N'ont-ils pas de famille à nourrir? L'honorable Babli, il me semble, a fait également référence au repas servi aux élèves. Et il s'est félicité que son gouvernement donne à manger aux Tidimoun. Mais j'ai l'impression qu'il n'a pas lu le dernier rapport de l'audit qui déplore la mauvaise qualité de repas livrés aux enfants du ZEP. Est-ce justifiable? Est-ce parce que ces enfants sont des enfants des Tidimoun? Et malgré les complaintes, les contrats des fournisseurs ont été renouvelés à plusieurs reprises. Pourquoi? Vous n'êtes pas casse la tête. Bandimoun misère, ça. Les enfants misère, peine aux oreilles. Le gouvernement n'en a cure. Je laisse l'honorable membre tirer ses propres conclusions. Monsieur le Président, vendredi dernier, le ministre des Finances a présenté son 4e budget. Ce discours du budget 2023-2024 s'est avéré être un non-event. En effet, fidèle à ses habitudes, le ministre a encore une fois égrené un chapelet de bonnes intentions en citant plusieurs régions de chacune des circonscriptions et en s'évertuant à toucher différents segments de la population. Mais la population n'est pas dupe. Elle s'y est habituée. Nombreuses sont les mesures annoncées qui resteront lettre morte. J'y reviendrai. C'est pourquoi je qualifierai ce budget de non-event. Voyons d'abord les mesures annoncées et auxquelles le gouvernement ne pourra se départir. Le ministre annonce une baisse sur les prix de l'essence. Est-ce que cette baisse aura un impact favorable sur le panier de la ménagère? La réponse est non. Mes collègues avant moi l'ont démontré. Cette baisse de l'essence n'aura pas les effets escomptés, car la baisse n'est pas suffisante et le prix du diesel est resté inchangé. On ne guérit pas le cancer avec du Panadol. Il n'y a pas eu de baisse de prix. Les prix de la bonbonne de gaz, le riz, le pain maison restent inchangés. Le panier de la ménagère reste léger, car il n'y a rien à y mettre. Que
Quant aux personnes âgées, le gouvernement joue avec leurs nerfs et leur vulnérabilité et continue de les faire marcher en leur brandissant une carotte électorale. Au lieu des 13 500 roupies promises à la veille des élections générales, ils ont été laissés sur leur faim. C'est le cas de le dire. La vie est dure pour nos vieilles personnes. Non seulement doivent-elles faire face à la montée des prix des denrées essentielles, mais également et surtout des prix exorbitants des médicaments. Car il est un fait qu'il n'y a plus de médicaments dans nos hôpitaux depuis que leur pension a été augmentée en 2020. Les vieux n'ont plus droit aux chaises roulantes, ni d'appareils auditifs, ni de lunettes gratuitement, comme c'était le cas auparavant. Ils ont à la place droit à un voucher qui s'avère être bien en deçà du prix de ces produits. Ils doivent se débrouiller avec les 10 000 roupies. Et le secteur de la santé est devenu un vrai business. Aujourd'hui, tous les prétextes sont bons pour s'enrichir sur le dos des vieilles personnes et des malades. Aujourd'hui, la société souffre d'un mal-être et nos jeunes ne sont malheureusement pas épargnés. Ils font face au fléau de la drogue synthétique, les problèmes de la violence, le chômage. Ils font face aux différents fléaux. Les 20 000 roupies annoncées par ce gouvernement ne vont pas faire disparaître ces problèmes. Il est impératif de revoir tout le système, à commencer par le système éducatif. Nous sommes appelés à voter près de 20 milliards de roupies pour ce secteur. Je ne cesserai, Monsieur le Président, de faire le plaidoyer d'une assise du secteur. Il y a un manque criant, malheureusement, de communication dans ce secteur. En attendant, voyons ce qui se passe actuellement dans le secteur éducatif. D'abord, le manque d'enseignants. Combien de fois n'avons-nous pas entendu le problème de manque d'enseignants? Il y a eu plusieurs questions posées à ce sujet par mon collègue, l'honorable Ganga Prasad. D'ailleurs, ces jours-ci, il y a eu plusieurs manifestations dans des écoles pour manque d'éducateurs, ou même l'infestion de punaises ou violences à l'école. Pas plus tard que ce matin, il y a eu une manifestation à l'école de Gros Caillou pour manque d'enseignants. Le ministre des Finances annonce le recrutement de 200 éducateurs dans les écoles secondaires. Est-ce que nous avons la garantie que cela se fera dans les délais, vu les nouvelles exigences d'un PhD? Est-ce que nous serons en mesure de remplir ces postes, à la rentrée des classes? Non seulement il y a un manque d'enseignants, mais il y a également le fait que les manuels scolaires et les tablettes tactiles scolaires ne sont pas distribués à temps. Year in, year out, c'est à chaque fois la même chose. D'ailleurs, le dernier rapport du PAC en fait état. Le rapport de l'audit mentionne les tablettes volées, des tablettes défectueuses, le manque de formation d'éducateurs pour travailler sur les tablettes, le classroom management software non finalisé, ce qui fait que les tablettes sont restées inutilisées alors que la date de garantie sur les tablettes expire après une année. Le rapport de l'audit précise qu'en novembre 2019, la décision avait été prise de distribuer les tablettes à partir de janvier 2020. Or, les élèves du mainstream ont reçu leur manuel en mars 2020
au lieu du 6 décembre 2019, soit 3 mois après. Et les plus délaissés, parmi ceux déjà délaissés par ce gouvernement, sont les élèves de l'Extended Programme. Ceux-ci ont reçu leur tablette en août 2020, alors qu'elle aurait dû se faire en décembre 2019, soit 8 mois après, les éternels laissés pour compte. Le PRC a aussi fait état d'un manque de transparence au niveau de la livraison de plus de 270 000 manuels à la PSEA. Dans certains établissements, il y aurait même des problèmes d'alimentation électrique ou de connexion Internet, ce qui pénalise les enfants. Les enfants ratent leurs cours et ne peuvent suivre leur programme d'études. Et ce gouvernement se vante de « making digital inclusiveness a reality », selon le ministre de ICT, en résumant les débats sur le Mauritius Digital Promotion Agency Bill le 9 mai dernier. J'avais mentionné au début de mon intervention que plusieurs annonces dans le budget seront lettres mortes et ne seront pas concrétisées. Par exemple, des bassins d'apprentissage pour 4 écoles primaires. Un montant de 53 millions de roupies avait été voté dans le budget 2018-2019. Les appels d'offres ont été lancés en juin-juillet 2018, mais ils ont été rejetés et relancés. À octobre 2019, le projet n'avait pas été lancé et en août 2022, il n'était pas encore complété. Est-ce que c'est toujours le cas? Idem pour le projet de construction de gymnases dans 6 SSS, au coût de 55 millions de roupies dans le budget 2018-2019. Le projet était toujours à l'étape de l'appel d'offres en juin 2019. Comme le Extended Programme n'est pas adapté aux enfants en difficulté scolaire, on s'attendait à une annonce pour le remplacer par un programme plus juste et équitable, en prenant en compte que les enfants ont des intelligences et des aptitudes différentes et ont besoin de formations nécessaires pour leur permettre de mettre leur aptitude au développement du pays et de participer à son développement. Nous souffrirons moins du problème du brain drain, car le brain drain ne touche pas seulement les académiques, mais également des Mauriciens ayant d'autres capacités et aptitudes. La formation permettrait l'embauche des Mauriciens en échange d'un salaire décent et nous n'aurons pas à dépendre des travailleurs étrangers. Le gouvernement n'envoie-t-il pas le mauvais signal aux jeunes en annonçant la simplification du processus de demande de permis d'occuper, occupation permit? En contrepartie, il n'y a pas de mesure pour retenir nos jeunes et arrêter la fuite des cerveaux. Le ministre annonce un programme pour 6 000 étudiants vulnérables. Quel est ce programme? Qui sont les étudiants vulnérables? Il n'y a pas suffisamment d'informations sur cette annonce. Cela semble un afterthought et je parie que c'est encore une fois un effet d'annonce. Même chose pour le budget de 500 millions de roupies étalé sur 5 ans et qui ira à la construction de centres de soins pour les enfants en détresse. Pas de détails, aucune information. Au chapitre de la scolarité gratuite aux préscolaires, le ministre des Finances ne dévoile pas le montant et se contente de dire « We are providing funds to make it happen ». How will this happen? Mystère. Encore une fois, pas d'information. Souhaitons que ce projet ne soit pas bâclé et joue contre les intérêts de nos enfants. Toujours est-il qu'il faut éviter
que les préprimaires qui vont entrer dans le système de gratuité ne tombent pas dans la même situation que les collèges privés. En effet, la nouvelle grande formula de 2020-2021 est venue chambouler le secteur éducatif secondaire car il n'y a pas d'uniformité dans la manière de calculer la subvention. Garderies et crèches au niveau des entreprises. Les entreprises ayant plus de 250 employés doivent mettre en place des facilités de garderie. Comment le faire? Est-ce que ce sera à travers une législation? Quel incentive accorder à ces entreprises? Quelle sera la sanction aux entreprises qui n'obtiennent pas? Est-ce qu'il y aura des amendes infligées? C'est une très bonne initiative qu'il faut également étendre au secteur public. Louable initiative également concernant les 25% des femmes au sein des boards des compagnies listées en bourse. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne donne-t-il pas l'exemple en nommant 25% de femmes sur les différents boards et councils des ministères et corps para-étatiques? Mais cela ne doit pas occulter le fait que le problème des ménagères reste inchangé, que des femmes continuent à perdre la vie sous le joug de leurs conjoints violents, que des mères et autres vieilles personnes sont agressées par leurs enfants accros aux drogues synthétiques. Je suis surprise de n'avoir rien entendu concernant les enfants de rue. À une question parlementaire de ma jeune collègue Foukiou Bacha sur la question, la ministre du Genre avait répondu que son ministère ne s'occupait pas de ces enfants, vu qu'il n'existait pas de législation à ce sujet. Et à une question supplémentaire, elle avait répondu qu'un projet de loi dans ce sens allait être présenté soon. J'ai été surprise. Législation ou pas, Monsieur le Président, nous avons tous un devoir vis-à-vis de ces enfants. Et l'État encore plus. En 2003, le gouvernement avait recruté des street workers qui ont été par la suite formés par un expert de la Réunion. Et un travail avec ces enfants avait commencé. Je ne comprends pas pourquoi, dans ce budget, il n'y a aucune mention de législation et de structure pour encadrer les enfants de rue ou en situation de rue. Appelez-les comme vous voulez, mais il y a des enfants qui sont dans nos rues et qui font face aux différents dangers. Je vais maintenant aborder les mesures annoncées pour les artistes. De grands projets sont annoncés dans le budget, mais ne sont malheureusement pas mis en œuvre. Le ministre des Arts et de la Culture avait annoncé l'année dernière une série de mesures en faveur des artistes, mais rien n'a été concrétisé. Je citerai le paragraphe 125. Afin de promouvoir la créativité et d'encourager davantage de projets artistiques, de nouveaux programmes seront introduits, à savoir un Artist Incubator Scheme pour soutenir les talents émergents, un programme pour faciliter la participation des talents locaux aux cérémonies internationales de remise de prix et un programme pour permettre aux artistes locaux de participer à des concours internationaux. Et au paragraphe 126, je cite, 20 millions de roupies sont affectés à la création de National Arts Center, comprenant un studio d'enregistrement à Réunion-Morel, Petit-Raffray. Le centre de formation artistique sera réorganisé, or le centre n'a jamais existé, et le théâtre Serge Constantin et le Pointe-Canon Open Air Theatre seront modernisés. J'ai vérifié
avec les artistes. Ils sont surpris que toutes ces promesses n'ont jamais été réalisées. Tout cela n'est que de la poudre aux yeux. Le ministre annonce que les artistes enregistrés auprès du futur Professional in the Arts Council auront un plan de pension. 2 millions de roupies sont alloués pour la mise sur pied de ce council. À partir de quand est-ce que ce council sera opérationnel? Et il n'y a pas de budget sur le plan de pension. Voyons maintenant, Monsieur le Président, le ministère de l'économie bleue. Encore un secteur plat qui manque cruellement de vision et qui répète les mesures déjà annoncées presque mot à mot. Le président du syndicat des pêcheurs, éternel parent pauvre de notre République, déplore avec raison que des mesures annoncées l'année dernière ont été re-annoncées cette année encore. Compensation aux pêcheurs, distribution des cartes aux pêcheurs professionnels et l'amnistie accordée pour les emprunts ayant été contractés depuis plus de 20 ans auprès de la Banque de développement. Et cela a été annoncé une nouvelle fois. D'ailleurs, cette mesure a été annoncée pour les autres secteurs également cette année. Au sujet du Bad Weather Allowance, qui sera augmenté par 75 roupies, il dit ceci. Qui fait un peu de sarité? Le syndicat s'attendait à un programme de formation pour la pêche en haute mer. La décision d'augmenter la compensation de 52 000 roupies à 100 000 roupies aux pêcheurs qui retournent leur carte est un progrès, mais toujours pas suffisant. Le montant fixe et uniforme est récusé. Il aurait fallu calculer la compensation sur une moyenne du Bad Weather Allowance touché par mois, multiplié par le nombre d'années passées en mer. Cela aurait été plus équitable. Cette formule doit être étendue aux pêcheurs malades qui ne peuvent plus aller à la pêche. Cela leur aurait encouragé à retourner leurs cartes et les cartes seraient distribuées et il n'y aurait pas lieu d'émettre de nouvelles cartes. Je manquerai à mon devoir si je ne dis pas quelques mots sur les chagos. L'année dernière, le ministre annonce au paragraphe 337 de son discours « Nous allons mettre en œuvre un programme de réinstallation dans l'archipel des Chagos ». Cette année encore, le ministre annonce au paragraphe 351 « Nous continuerons à travailler à la mise en œuvre d'un programme de réinstallation dans l'archipel des Chagos ». Qu'en est-il exactement? Où en est-on avec ce programme? Quand est-ce que le programme a commencé? Et quand est-ce que ce programme sera complété? Monsieur le Président, ce gouvernement pêche par manque de bonne gouvernance. Nous avons aujourd'hui une multitude de councils et d'autres entités qui engloutissent d'énormes sommes d'argent. Des entités ayant des duplicating functions, des councils à n'en plus finir sous différents ministères. Chaque projet de loi amène son lot de councils pour caser les proches et qui passent outre la loi très souvent et utilisant des passe-voix. Savez-vous que le dernier rapport de l'audit mentionne 15 ministères sous l'intitulé « Governance Issues, Non-Compliance with Legislation ». 15 ministères qui violent allègrement les lois et regulations qu'eux-mêmes ils ont voté ou fait voter. Ils font ce qu'ils veulent de l'argent des contribuables, alors que les Tidimoun continuent à souffrir et à tirer le diable par la queue. C'est une injustice et je continue de croire que les mesures énoncées dans ce discours du budget ne seront pas implémentées. Les promesses ne sont pas tenues, que ce soit la distribution d'eau 24/7 ou la pension de vieillesse à 13 500 entre autres. Promesses non tenues également, comme le Freedom of Information Act, plusieurs fois annoncé et qui n'est plus que lettre morte. D'ailleurs, le Premier ministre a lui-même annoncé que son gouvernement ne donnera pas suite à cette promesse électorale. L'opacité est le maître mot, le gouvernement est en disgrâce.
Des millions de roupies sont engloutis dans des institutions qui ne servent à rien que de caser des proches du pouvoir. Des gaspillages des fonds publics en termes de voyages et de salaires payés à ceux qui sont nommés à la tête de nos institutions. Tout le monde a été choqué d'apprendre les salaires du chef de l'ICAC et la population en a mort. La preuve, les élus du gouvernement, qu'ils soient ministres ou PPS, ne peuvent plus se présenter sur le terrain, que ce soit à Montagne-Longue, à la Cité Malherbe ou à Paille. Ils sont hués. Quand les gens expriment leur mécontentement, ils sont arrêtés et mis en prison. Et lorsque le peuple manifeste son mécontentement, c'est la répression. Aujourd'hui, la peur s'est installée parmi la population. Il règne un climat de terreur. La population a peur des représailles. La population a peur de ce qui est désormais connu comme le planting. La presse est menacée. Les journalistes défilent régulièrement au poste de police. Nous vivons dans un État policier. La Gestapo est à l'œuvre. Heureusement qu'il y a encore des magistrates courageuses et je les salue. Elles s'acquittent de leurs tâches without fear and favor. Et cela nous donne des raisons d'espérer. J'en ai terminé.